derrière chaque opération de minage qui est réalisée partout dans le monde, il y a des ASIC. Des puces spécialisées optimisées à l'extrême pour produire le maximum de hash rate avec un minimum d'électricité. Et ces machines, dans leur immense majorité, proviennent toutes d'une seule et même entreprise. Une entreprise fondée à Pékin en 2013. Le fondateur a été évincé de son propre conseil d'administration, puis racheté à coups de procès et revenu pour reprendre ensuite le contrôle total de la boîte. Une entreprise et qui, à certains moments de son histoire, a fabriqué plus de 70% de tous les ASIC vendus à travers le monde. Cette entreprise, elle s'appelle Bitmain, son histoire est juste incroyable et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue sur S'émanciper. Pour comprendre Bitmain, il faut déjà comprendre ce qu'était le minage de Bitcoin avant Bitmain. En 2009, quand Satoshi Nakamoto lance Bitcoin, le minage se fait sur des ordinateurs ordinaires. N'importe qui avec un processeur intégré à son ordinateur peut miner du Bitcoin. En 2010, les mineurs découvrent que les cartes graphiques, les GPU, conçues initialement pour les jeux vidéo, sont bien plus efficaces que les processeurs pour calculer la fonction de hachage du Bitcoin. C'est assez complexe, mais on y reviendra. En tout cas, en 2012, les premiers circuits programmables spécialisés, les FPGA, apparaissent. En 2013, il y a un autre élément fondamental qui vient bouleverser ce marché. Des puces conçues exclusivement pour miner du Bitcoin. Les premiers ASIC arrivent sur le marché. Et c'est dans ce contexte que Jian Yu, un étudiant en économie de l'université de Pékin, et Mikri Zhine, un ingénieur spécialisé en circuits intégrés, fondent Bitmain. L'entreprise existe donc depuis 2013. Leur produit inaugural, c'est l'Antminer S1, un ASIC de 180 GHz par seconde. En 2013, c'est révolutionnaire. Aujourd'hui, ça ferait juste sourire car les machines actuelles produisent des millions de fois plus de hash rate, mais à l'époque, l'Antminer S1 rend obsolète toutes les cartes graphiques du monde du jour au lendemain. Bitmain a trouvé une formule business incroyable. Ils ont des cycles de développement rapides, des produits compétitifs et une distribution mondiale très agressive. Tous les 6 à 12 mois, ils créent une nouvelle génération d'Antminer, plus rapide, plus efficace et moins gourmand en électricité, et à chaque nouvelle génération, les machines précédentes perdent une partie de leur rentabilité. Ce qui crée une dépendance énorme sur les miners de Bitcoin qui veulent avoir les meilleures machines en permanence. Et en quelques années, Bitmain devient le numéro 1 du marché des ASIC Bitcoin. Mais il ne s'arrête pas là, car il contrôle aussi Antpool, l'une des plus grandes poules de minage de Bitcoin au monde. Au pic de 2018, lors de la grande bulle crypto, Bitmain était valorisé à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Une introduction à la bourse de Hong Kong était même planifiée. Les analystes parlaient alors de la prochaine grande IPO pour la technologie mondiale. Puis tout s'est un peu compliqué. L'histoire interne de Bitmain est aussi instructive que son modèle économique. En 2019, une guerre de pouvoir éclate entre les deux cofondateurs. Les détails exacts de leur affrontement restent encore assez flous, car les deux parties ont communiqué très peu publiquement sur ce sujet, mais le résultat est clair. Mikri Zhine est évincé du conseil d'administration en octobre 2019. Jian Yu prend alors le contrôle opérationnel de toute l'entreprise. Puis en 2020, retournement de situation. Mikri Zhine débarque physiquement dans les bureaux de Bitmain en Chine, accompagné de vigiles, et reprend alors le contrôle des bureaux. Une série de procès s'ensuivent et les deux fondateurs se disputent le contrôle de l'entreprise devant les tribunaux et les médias. Pendant cette période de turbulence interne, Bitmain perd du terrain. MicroBT, un concurrent fondé par d'anciens ingénieurs de Bitmain, gagne des parts de marché significatives grâce à sa gamme Wattsminer. K9, un autre fabricant chinois, entre également en bourse aux États-Unis. Et finalement, c'est Mikri Zhine qui sort victorieux de la bataille. Il reprend le contrôle total de Bitmain, Jian Yu fonde une nouvelle entreprise qu'il appelle BitDeer et qui se concentre sur le cloud mining et les services aux mineurs. Alors pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? On parle souvent de la décentralisation incroyable du réseau, mais la décentralisation du réseau Bitcoin repose sur les machines de minage. Et ces machines de minage, quasiment toutes les boîtes leaders sont chinoises et Bitmain est largement au-dessus des autres. En gros, 2 ou 3 entreprises chinoises fabriquent la quasi-totalité des ASIC dans le monde.
Ces entreprises dépendent de TSMC, le fabricant de semi-conducteurs taïwanais, et TSMC opère sur une île dont le statut géopolitique est l'un des plus tendus de la planète. Ce n'est donc pas une critique que j'essaye de formuler envers Bitcoin, c'est une observation sur la réalité de la chaîne de valeur. Maintenant, concentrons-nous sur le modèle économique de Bitmain. Il y a une expression célèbre sur la ruée vers l'or californienne de 1849 et tu connais sûrement. Les gens qui ont vraiment gagné de l'argent dans cette ruée vers l'or, ce ne sont pas les chercheurs d'or, mais les vendeurs de pelles. Bitmain est le vendeur de pelles de Bitcoin. Et son modèle économique est plus sophistiqué qu'il n'y paraît. Bitmain conçoit, fait fabriquer et vend des ASIC. La gamme Antminer couvre plusieurs algorithmes, Bitcoin principalement, mais aussi le Litecoin, Ethereum classique et d'autres. Chaque génération améliore le ratio hash rate pour améliorer l'efficacité énergétique, qui est la métrique fondamentale dans le minage de Bitcoin. À titre d'exemple, l'Antminer S19 Pro sorti en 2020 produisait 110 TH par seconde pour une consommation de 3250 watts, soit environ 29,5 joules par TH. L'Antminer S21 Pro sorti en 2024, soit seulement 4 ans plus tard, produit 234 TH pour 3510 watts, soit environ 15 joules par TH. En 4 ans, l'efficacité énergétique a pratiquement doublé. Ce qui signifie que les mineurs qui ont acheté des S19 en 2020 se retrouvent avec des machines 2 fois moins efficaces que les S21 actuelles. Et dans un secteur où l'électricité représente 60 à 80% des coûts opérationnels, une machine 2 fois moins efficace est une machine 2 fois plus chère à faire tourner. Mais Bitmain ne s'arrête pas là, comme je te le disais tout à l'heure, ils opèrent aussi sur la pool Antpool. Une pool de minage, c'est un groupement de mineurs qui mettent en commun leur hash rate pour augmenter la probabilité de valider des blocs et en se partageant les récompenses proportionnellement à leur contribution. Antpool représente entre 10 et 15% du hash rate total du réseau Bitcoin. Combiné aux autres pools dans lesquels Bitmain a des intérêts, comme BTC.com par exemple, l'influence de Bitmain sur la validation des blocs Bitcoin est juste considérable. D'autant plus que Bitmain propose aussi des services de minage à la demande. Des clients louent de la puissance de calcul sans avoir à gérer des machines physiquement, et elle développe des services à destination des grands opérateurs. Optimisation de firmware, maintenance des équipements, fabrication technique. Ce modèle de service est en croissance parce que le minage à grande échelle devient une opération industrielle complexe et qui demande une expertise technique pointue. Or, Bitmain a aussi cette expertise. Entre 2024 et 2025, Bitmain a sorti plusieurs générations d'Antminer et qui repoussent encore plus les limites de l'efficacité énergétique. L'Antminer S21 XP Hydro est particulièrement significatif. Ces machines ne s'installent pas dans n'importe quel hangar. Elles nécessitent une ingénierie spécifique, ce qui signifie que les machines les plus efficaces sont aussi les moins accessibles aux petits opérateurs comme toi et moi. C'est une tendance structurelle dans le minage de Bitcoin, car chaque nouvelle génération de machines est plus performante, certes, mais repousse les petits acteurs hors de la compétition. Le secteur est donc en train de se refermer sur lui-même et se concentre aujourd'hui mécaniquement autour des entreprises qui ont les plus gros capitaux pour pouvoir déployer les dernières machines dans des installations optimisées. MicroBT, le principal concurrent de Bitmain, suit la même trajectoire avec sa gamme WattsMiner. Et à l'horizon de 3-4 ans, peut-être 10 ans maximum, de nouveaux développements pourraient encore changer la donne. Plusieurs fabricants travaillent en effet sur des ASIC gravés à 3 nanomètres, le même procédé que les puces les plus avancées d'Apple. La transition de 5 à 3 nanomètres devrait améliorer l'efficacité d'encore 20 à 30%. Et cette amélioration va rendre les machines précédentes encore plus obsolètes qu'elles ne le sont déjà. Et donc la course continue. Les ingénieurs qui travaillent sur les ASIC de Bitcoin repoussent alors les limites de ce qui est physiquement possible en termes d'efficacité des puces. Est-ce une bonne chose pour l'écosystème Bitcoin, pour le progrès technologique, pour la concentration du pouvoir de minage? Les réponses ne vont pas toutes dans le même sens. Mais je vais être direct avec toi. Tu n'achèteras probablement jamais un Antminer S21 XP Hydro. En tout cas pas avant des années, avant qu'il soit lui-même obsolète. Mais Bitmain ne fabrique pas que des machines industrielles. La gamme Antminer S9 est une génération ancienne.
désormais peu rentable pour le minage de Bitcoin. Mais par contre, un Antminer S9 se revend d'occasion pour quelques centaines d'euros. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé ce que ça donne concrètement quand on branche un petit mineur sur le surplus d'un panneau solaire. Je t'en ai parlé dans mes dernières éditions de ma newsletter, et les chiffres ne te rendront pas indépendant financièrement. Mais ils illustrent quelque chose d'important. L'échelle est différente comparée à Mara Holding, Crusoe, etc. Mais le principe ne change pas. En récupérant les surplus énergétiques d'un panneau solaire, tu vas pouvoir valoriser l'énergie que personne d'autre ne voudrait, et donc accumuler du Bitcoin sans le vendre. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, et ce que je retiens de cet épisode, c'est une nuance que je n'avais pas pleinement intégrée auparavant. La décentralisation de Bitcoin est réelle au niveau du protocole. N'importe qui pourrait donc miner avec des moyens très différents selon les ressources qui lui sont disponibles, mais la décentralisation du hardware qui rend tout cela possible, elle, est très incomplète. 2 ou 3 entreprises chinoises, un fabricant de puces taïwanais et une poignée d'ingénieurs qui définissent le rythme d'obsolescence programmée de toutes ces machines. Pour autant, ce n'est pas une raison de désespérer. C'est une réalité à nommer et à surveiller. Dans le prochain épisode, je t'amènerai encore plus loin dans les menaces qui pèsent sur Bitcoin, mais cette fois-ci, ce ne sera pas une question de concentration industrielle. Ce serait plutôt une question de physique fondamentale, car on va parler de l'informatique quantique. Des ordinateurs qui pourraient en théorie casser les algorithmes cryptographiques sur lesquels Bitcoin repose. Des machines que des gouvernements développent en secret depuis des années. Et une question que beaucoup de gens dans l'écosystème Bitcoin se posent. Est-ce que Bitcoin est véritablement vulnérable? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? On en reparle ensemble dimanche prochain. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt sur S'émanciper.